Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir comment prospecter de manière automatisée via le cold emailing. Je vais t'expliquer mes méthodes pour que tu puisses tout comprendre de A à Z. Allez, c'est parti! Quand on veut faire de la prospection efficace, il faut d'abord commencer par spécialiser son équipe commerciale. On connaît tous le modèle où on décompose l'équipe en deux. D'un côté, on a les business developers, c'est-à-dire en fait les commerciaux, qui vont aussi bien faire de la partie prospection que du closing de deal. Et de l'autre côté, on a tout ce qui est Customer Success Manager, Account Manager, donc la partie relation client, qui va se charger d'accompagner, de fidéliser les clients existants. Aujourd'hui, il y a un nouveau modèle qui est de diviser son équipe commerciale en trois. C'est un modèle qui a été mis en place chez Salesforce par Aaron Ross. Il en parle en fait dans un livre qui s'appelle Predictable Revenue et que je vous invite à lire. C'est tout simplement de diviser donc la partie business developer en deux, c'est-à-dire d'un côté avoir une personne qui va faire de la prospection et de l'autre une personne qui va faire du closing de deal. Pourquoi il met ça en place ? Tout simplement parce que c'est difficile pour un business developer d'être bon en prospection et d'être bon dans la négociation et le closing de deal. Tout simplement. Chacun de ces rôles a un nom spécifique. Celui en charge de la prospection s'appelle maintenant un SDR, un Sales Development Representative. Et celui en charge du closing va s'appeler tout simplement un Account Executive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux méthodes pour générer des leads. La première, en fait, c'est l'inbound qui consiste à aller les attirer. Et la seconde, c'est l'outbound qui consiste à aller les chercher. On va faire un focus dans cette formation sur la partie outbound et plus spécifiquement sur le rôle du SDR. Nous allons donc voir comment identifier les cibles, comment les contacter de manière personnalisée et surtout comment les qualifier de manière à obtenir des rendez-vous pour les accounts exécutifs. Dans la deuxième partie, on va voir comment identifier ces cibles. Pour ce faire, il te faut connaître parfaitement ton ICP, c'est-à-dire ton Ideal Customer Profile, c'est-à-dire ton client idéal. Tu vas me dire, mais comment je définis mon client idéal ? Eh bien, c'est simple, c'est celui qui signe rapidement, qui achète au bon prix et qui reste fidèle sur le long terme. Je t'ai mis quelques questions juste en dessous qui vont te permettre de mieux définir ton ICP. Après, il va y avoir donc deux possibilités, bien évidemment. Soit tu as déjà des clients, auquel cas je te conseille d'aller identifier ceux qui te rapportent le plus, avec lesquels tu as pu signer rapidement, etc. Et ensuite, effectivement, de trouver des points de comparaison. Ou autrement, si tu n'as pas pour l'instant de clients, essaye de le déterminer avec les questions suivantes. Donc par exemple, quelle est la taille de l'entreprise que tu vises ? Est-ce que c'est plutôt des startups ? Est-ce que c'est plutôt des TPE, des PME, des ETI, des grands groupes ? À toi de voir. Ensuite, quel est le secteur d'activité qui est le plus profitable pour toi, par exemple ? Est-ce que tes clients du secteur bancaire te rapportent plus que ceux du secteur, par exemple, de l'hôtellerie ? La zone géographique, où se trouvent tes clients ? Est-ce qu'ils sont en Île-de-France ? Est-ce qu'ils sont en France ? Est-ce qu'ils sont aux États-Unis, par exemple ? Quelle est la taille du département ciblé ? Donc ça va te donner une indication effectivement sur le nombre de personnes qui peuvent être décisionnaires. Donc est-ce que finalement ton client il est seul décisionnaire ou est-ce qu'il a toute une équipe avec lui ? Très important, le job title. Comment ton client se nomme sur les réseaux sociaux ? Par exemple, il peut s'appeler directeur marketing, head of marketing, head of sales, enfin voilà. Comment vont-ils utiliser ta solution ? Donc, quels sont les besoins ? Qu'est-ce qu'ils attendent de toi ? Et ensuite, quelle est la principale raison pour laquelle ils achètent ton produit ou ton service ? C'est typiquement ce qu'on appelle le pain. C'est quelle est la douleur qu'ils peuvent avoir qui fait qu'ils ont besoin de toi en fait tout de suite maintenant. Une fois que tu as déterminé ça, c'est déjà pas mal. Mais ensuite, tu vas pouvoir aller peut-être plus loin, c'est-à-dire en identifiant ce qu'on appelle un persona. C'est le profil, la carte de visite de ton client idéal. Typiquement, au lieu de cibler une personne de manière globale, tu vas dire « Mon client idéal, c'est Valérie, elle a 45 ans, elle est directrice marketing chez Danone
et elle adore la planche à voile. Et en fait, ça te permettra par la suite de mieux l'identifier sur les réseaux sociaux et effectivement de pouvoir t'adresser à elle de manière plus personnalisée. Je vais te présenter maintenant la méthode des icebergs. Et c'est une méthode que j'aime tout particulièrement parce qu'elle permet d'identifier les segments qui apportent le plus de profit sur le court terme. Alors comment ça marche tout ça ? Tout à l'heure, on a identifié ton ICP, donc ton client idéal. Voilà, le problème, c'est que tu as dû certainement émettre quelques hypothèses. Et l'objectif de la méthode des icebergs, c'est de tout simplement déterminer quels sont les segments qui vont te permettre d'obtenir le plus de rendez-vous à court terme. Dans mon exemple, je vais cibler le département de la communication. Mais voilà, je ne sais pas exactement quelle est la fonction, le secteur, le type d'entreprise qui va me rapporter les meilleurs résultats. Donc, j'ai fait 3 icebergs différents avec, pour chacun, des hypothèses différentes. Je vais les contacter sur les mêmes canaux. Donc là, dans mon exemple, c'est LinkedIn, l'emailing et le phoning. Je vais en contacter une centaine pour chaque iceberg. Et ensuite, je vais garder la même temporalité, c'est-à-dire 4 semaines. L'objectif à la fin de ces 4 semaines, c'est de regarder en fait quels ont été les retours, est-ce que ces retours sont positifs et surtout, combien de rendez-vous qualifiés j'ai pu générer. Donc tu comprends que la méthode des icebergs te permet tout simplement de faire des hypothèses, mais aussi de les confirmer de manière à pouvoir ensuite exploser un iceberg en particulier tout au long de ta prospection. Nous allons voir maintenant la première méthode pour générer des leads en outbound, le picking. Donc le picking, c'est quoi ? C'est le fait tout simplement d'aller rechercher manuellement ces leads sur Internet. Vous avez principalement 2 méthodes pour cela. Soit vous allez sur Google et en affinant vos recherches, vous trouvez des leads qui correspondent à votre ICP, ou soit vous allez sur LinkedIn et vous faites votre recherche de leads. Sachez que vous allez aussi pouvoir tomber sur des lead pools. Donc typiquement, vous pouvez affiner vos recherches par exemple sur Google et en mettant file type ou all in text, vous pourriez tomber par exemple sur tous les directeurs de communication dans les grands groupes. C'est vrai que ça va vous simplifier la vie si vous tombez sur un lead pool. Aussi, vous pouvez récupérer en fait des leads directement de base qualifiés que vous avez déjà, soit correspondant avec des e-books que vous avez pu mettre en place, des webinaires que vous avez pu faire. Enfin voilà quoi. Vous avez aussi des outils comme Linkmatch qui vont vous permettre directement reliés sur LinkedIn en un seul clic de récupérer un lead et de l'ajouter dans votre CRM. La deuxième méthode pour générer des leads en outbound, ça va être le scrapping. Donc à la différence du picking qui te permettait d'aller chercher manuellement chacun des leads finalement sur les réseaux sociaux ou sur Internet, là le scrapping va te permettre de le faire mais de manière automatisée. Donc tu vas pouvoir le faire aussi bien sur les réseaux sociaux que sur n'importe quel site web. Et c'est vrai quand on parle de réseau social, B2B, on parle principalement de LinkedIn parce qu'effectivement ça regroupe 80% de tes leads pour 20% d'efforts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 manières de récupérer en fait les leads sur LinkedIn. La première, c'est de manière ce qu'on appelle fast. Donc c'est le fait de pouvoir exporter toute la liste en une seule fois et que tu vas récupérer sur un format CSV, Excel ou autre. La deuxième, c'est la version slow. Donc ça te permet de faire un passage, une visite en fait sur chaque profil de tes contacts et d'en extraire les informations. Ça a un double avantage. La première, en fait, c'est que pour LinkedIn, c'est beaucoup plus, on va dire, humain. Donc, ils vont moins te considérer comme un robot. Et la seconde, en fait, c'est que tu vas permettre de laisser une trace auprès de tes leads parce qu'ils vont savoir, en fait, que tu es passé sur leur compte. Donc, l'idée, c'est que tu vas trouver, ça va être un prétexte pour ensuite pouvoir les contacter aussi bien directement par LinkedIn ou autrement directement avec un emailing par la suite. Tu as en gros 2 outils français qui te permettent d'exporter, de scraper ton LinkedIn. Ça va être Captain Data ou alors Phantom Buster. On verra en fait ces outils directement dans la partie test tout à l'heure. Ensuite, tu as une deuxième partie qui est le scrapping, mais d'autres sources que LinkedIn. Donc typiquement, tu vas pouvoir extraire n'importe quel autre réseau social.
Donc effectivement, Twitter, Facebook ou autres, des groupes Facebook, tes différents claps sur Medium, enfin n'importe quoi, et sur n'importe quel site web aussi. Si tu veux scraper tes réseaux sociaux favoris, tu vas pouvoir utiliser Phantom Buster. Si tu veux scraper n'importe quel site web, tu peux utiliser ParseHub qui est une solution gratuite et très très simple. Ensuite, n'oublie pas que tu peux déléguer en fait ton scrapping à des freelances sur des sites comme 5euros.com. Donc c'est pas cher et effectivement ça te permet de récupérer facilement tes contacts. Maintenant que tu as ta liste de leads, c'est top, faut-il encore les nettoyer et les enrichir? Mais tu vas me dire, mais pourquoi les nettoyer? Eh bien c'est simple. Si tu as fait du picking, j'imagine que tu l'as bien fait. Mais par contre, si tu as fait du scrapping, en particulier sur LinkedIn, tu vas certainement voir qu'en fait tu as des prénoms dans des noms dans des prénoms, voire même des prénoms par exemple tout en majuscules. Donc ça c'est juste horrible pour tes campagnes emailing. Par contre, si tu passes par un outil comme Drop Contact, que je te mets dans la description, tu verras en fait que ça va te cleaner complètement ta base et donc effectivement tu seras prêt pour pouvoir faire de beaux emails. La deuxième partie, c'est vraiment l'enrichissement de ces leads. Bah voilà, quand tu as scrappé, tu peux avoir un nom, un prénom, le nom de la société, mais tu n'as toujours pas l'email. Donc comment le contacter? Et bah typiquement, des boîtes comme Drop Contact ou Hunter te permettront de trouver des adresses email, principalement professionnelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de trouver l'adresse email, que tu as pu faire aussi en picking, parce que tu as trouvé quelques emails sur des bases de données en ligne, je te conseille vraiment de les tester. Parce que envoyer un email qui te revient comme un email erroné, en fait, va déprécier la réputation de ton domaine, t'offrir une moins bonne délivrabilité, donc ça veut dire que tous les emails que tu as envoyés vont arriver en spam, et ensuite, ça va complètement fausser en fait les résultats de tes campagnes. Donc typiquement, si tu mesures qu'il n'y a que 30% de tes emails qui ont été ouverts, bah tu sais pas en fait parce que tes emails sont arrivés en spam, voire même ne sont pas arrivés. Et là, c'est là où je vais te présenter en fait la notion de catch-all. Si tu travailles avec des grands groupes, les grands groupes sont souvent en fait avec des emails catch-all, c'est-à-dire que peu importe l'email que tu vas leur envoyer, ils vont le récupérer, mais ils ne te feront pas un retour comme quoi que cet email est erroné. Si je te prends un exemple, c'est comme si tu envoyais un mail à fabien.ferreira@danone.com, bah typiquement, tu ne sauras pas s'il est bon ou pas bon. Pour éviter en fait les bounce, donc c'est-à-dire qu'il y a deux types de bounce. Il y a les bounce, c'est les hard bounce. Les hard bounce, c'est quoi? C'est le fait en fait que ça te retourne un email en disant voilà, cet email est erroné. Donc là, l'email n'existe pas. Mais tu as aussi les soft bounce. C'est tout simplement quelqu'un qui est en congé, quelqu'un qui est en absence, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que trop de bounce peut nuire donc à tes campagnes emailing, donc je te conseille vraiment d'y faire attention. Quand on parle aussi d'enrichissement, c'est pour aller au-delà de l'adresse email. Donc typiquement, ça va te permettre de bien segmenter tes campagnes emailing pour qu'elles soient pertinentes et performantes. Si on prend l'exemple ici, on avait un prénom, un nom, on avait trouvé l'adresse email et on a aussi l'URL du site internet. Mais si tu vois, en fait, Drop Contact ici va nous donner tout un tas d'informations supplémentaires. Donc typiquement, le numéro de portable, si tu as déjà échangé avec cette personne, mais aussi tout un tas d'informations sur la société. Donc le nom, le code NAF, enfin plein d'informations qui te permettront d'être beaucoup plus pertinent dans tes recherches et dans tes campagnes emailing. Après, je te propose deux autres outils que je trouve vraiment sympas. C'est Call CRM et Lusha qui te permettent de trouver donc aussi bien l'adresse mail, mais en plus le numéro de téléphone, soit le 01, soit le 06 de n'importe quel contact. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça te permettra par la suite de les appeler pour faire de la qualification. Maintenant que tu as une base de leads qui est clean et qui est enrichie, on va pouvoir passer aux emailing. Je te conseille de faire également en parallèle un petit message sur LinkedIn, une séquence sur LinkedIn, mais qu'on va voir dans une autre formation. Maintenant, intéressons-nous en fait aux séquences emailing. Tu vas me dire, mais pourquoi faire une séquence? Typiquement, la séquence emailing, en fait, c'est une suite de plusieurs emails. Pourquoi c'est pertinent? Parce que déjà, tu le vois en bas, 44% des commerciaux abandonnent après une seule relance. Donc la première chose, c'est déjà d'automatiser ta prospection. Le fait d'automatiser, donc ça va te faire gagner du temps et ça va te permettre d'envoyer plusieurs emails à différents moments. La deuxième chose, c'est que ça va te permettre de pallier aux indisponibilités et aux absences de prospects.
Typiquement, est-ce que tu as déjà envoyé des emails où la personne te dit bah voilà, moi je suis en congé pendant 48 heures. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que 48 heures plus tard, tu envoies un deuxième email manuellement, etc. Ça reste très compliqué. L'objectif, c'est d'automatiser tout ça. La troisième chose, c'est vraiment de trouver la bonne approche parce que comme on envoie plusieurs emails, on peut tester différentes approches et voir celle qui fonctionne le mieux. Pour ça, je te propose plusieurs outils. Chez nous, on utilise Lemlist et qu'on adore particulièrement. Après, il y a aussi des outils qui fonctionnent très bien comme Reply ou Clenty. Je vais t'expliquer maintenant comment monter sa première séquence de cold emailing. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, une séquence est composée de plusieurs emails. Je te conseille de faire une séquence composée de 3 à 5 emails. Dans mon exemple, je pars sur 3. Il y a la prise de contact qui est la première approche. La deuxième, c'est la relance. Et la troisième, c'est la mise en relation. J'aime bien finir par une mise en relation qui est, si ça n'a pas fité avec toi, peut-être que tu as dans ton équipe quelqu'un avec qui ça pourrait fitter. Je vais te présenter plusieurs types de séquences directement dans la description. Comme ça te permettra d'avoir des idées et d'enrichir effectivement tes séquences à toi. Je vais te présenter aussi quelques petites choses qu'il faut absolument que tu saches avant de lancer ta première séquence. La première, c'est qu'il faut bien que tu aies préparé ton domaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton nom de domaine, donc par exemple tatatata.com, peut être déjà blacklisté parce que tu as déjà envoyé des emails qui arrivent déjà en spam. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu testes et je te mets l'outil directement en description. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu sois sûr d'avoir bien configuré ton DKIM et ton SPF. Ça, c'est pareil, je t'explique dans la description comment ça fonctionne. C'est pas très technique, ça se fait assez facilement. Ensuite, quand tu envoies des emails de cold emailing, je te conseille de préchauffer ton email avant d'envoyer un volume assez conséquent. Donc typiquement, sur Lemlist par exemple, tu vas avoir un petit bouton qui va te permettre de préchauffer automatiquement ton email. Donc au début, ça va peut-être envoyer 5, 10, 20 emails, puis 50, puis 100. Ensuite, je te conseille la régularité avant tout. Vaut mieux envoyer 50 emails tous les jours plutôt que d'envoyer 2000 emails la même journée. Et après, d'avoir un trou et d'envoyer encore 2000 emails dans un mois. Envoie tes emails de prospection, mais qu'à des adresses nominatives, c'est-à-dire évite les contact, les hello, enfin tous les emails où tu ne sais pas exactement qui il y a derrière, donc qui va l'ouvrir. Ça va baisser complètement en fait tes statistiques et tu ne vas pas comprendre exactement ce qu'il faut que tu améliores. On va parler maintenant de copywriting, c'est-à-dire écrire des emails qui convertissent bien. L'objectif ici, c'est de te donner quelques conseils pour bien démarrer la rédaction de tes emails. Commençons par l'objet. L'objet est très important parce qu'il va conditionner l'ouverture ou non de l'email. Privilégie des sujets plutôt courts, moins de 5 mots. Des mots comme suivi, suite à notre échange, suite à notre rencontre fonctionnent très bien parce qu'ils donnent envie d'aller plus loin et de voir ce qu'il y a derrière. Si tu rappelles le contexte avec un de points, par exemple sur toutes tes relances, ça permettra de montrer à ton lead tout simplement que tu es sur un échange manuel et que tu fais que répondre en fait à ton précédent email. Sache que des solutions comme Lemlist te permettent de le faire automatiquement. Ensuite, si on parle de contenu, je te conseille d'avoir des emails plutôt courts et informels, de 50 à 80 mots. L'objectif ici, en fait, c'est vraiment de commencer à prendre contact avec ton lead et d'écrire effectivement des sujets qui ne soient pas tournés sur ta boîte, sur ton produit ou ton service, mais plutôt d'apporter de la valeur à ton lead, de manière à ce qu'il puisse te dire effectivement j'ai envie d'y répondre. En parlant de réponse, il faut que tu mettes un call to action à la fin de ton email. L'objectif ici, c'est de pas penser comme une newsletter à avoir une sorte de bouton vert. Là, tu vas simplement mettre une petite question qui va amener ton lead à répondre à ton email. Ensuite, inclus une petite signature, mais très simple. On ne va pas mettre ici les liens sur les réseaux sociaux, l'accès à ton site internet. L'objectif, c'est vraiment d'être focus et que ton lead n'ait qu'une seule chose à faire, répondre à ton email et qu'il ne soit pas en fait parasité par d'autres choses qui l'emmèneraient sur d'autres sujets. Je te conseille de ne pas mettre de lien se désabonner parce qu'effectivement, comme on est sur du one-to-one, on est sur de l'échange entre toi et ton lead et on veut montrer que c'est fait manuellement et de manière personnalisée, pour moi, il n'y a pas besoin en fait de mettre le lien se désinscrire.
Je te conseille aussi un petit hack qui est, je le mets souvent en fait sur mon deuxième email. J'écris un email où à la fin il y a écrit envoyer de mon iPhone et j'obtiens un excellent taux de réponse parce que mon lead a l'impression que j'ai pris le temps d'écrire cet email et que je l'ai fait probablement à la va-vite dans les transports en commun. Ensuite, je te conseille vraiment de mettre un maximum de variation entre tous les emails que tu écris parce qu'effectivement, plus tu vas faire de l'ultra personnalisé, plus ça aura d'impact sur ton prospect. Félicitations, si tu arrives ici, c'est que ta première séquence est envoyée, mais c'est pas fini, maintenant il va falloir mesurer. Et comme tu le sais, on n'améliore que ce qu'on mesure, donc je te conseille de tester plusieurs messages sur tes leads et valider ceux qui fonctionnent le mieux pour toi. Maintenant, je te conseille 3 KPIs à suivre, le taux d'ouverture, le taux de réponse et le taux de rebond. Pour avoir quelques indicateurs, le taux d'ouverture, si tu as en dessous de 30% de taux d'ouverture, je te conseille de réécrire complètement ton objet et d'en tester un autre. Si tu as un taux d'ouverture supérieur à 60%, c'est très correct, même si tu peux l'améliorer. Si tu es au-dessus de 70%, félicitations, tu auras difficilement mieux. Pour le taux de réponse, si tu es en dessous de 5%, je te conseille de réécrire complètement ton email, peut-être même proposer une accroche différente et aussi peut-être modifier ton call to action, c'est-à-dire la question que tu poses à la fin de ton email. Si tu es supérieur à 9%, c'est déjà pas mal, mais tu vas pouvoir continuer en fait à l'optimiser. Si tu es au-dessus de 15%, c'est déjà très bien. Maintenant, passe à la suite. Maintenant que tu as envoyé tes emails, il va falloir préparer l'analyse des réponses et surtout faire du tri. Je te conseille de préparer des réponses types en fonction de différents cas de figure, que la réponse soit positive et qu'il souhaite un rendez-vous, que la réponse soit négative. Par exemple, il te dit j'ai déjà un outil ou un service qui correspond exactement à ce que tu fais. Un changement de poste où il te dit effectivement je bossais dans cette boîte mais maintenant je suis dans une autre, etc. Je te mets en fait dans la description mes réponses types histoire que ça puisse t'inspirer. Ensuite, je te conseille de créer des labels si tu utilises par exemple Gmail. Par exemple, un label comme à traiter, tes calls, tes concurrents, absence, etc. te permet de trier facilement les emails qui arrivent en disant voilà, si en fait mon prospect me dit qu'il est avec tel concurrent, je le mets dans concurrent, ce qui me permettra après de faire un emailing dédié. Ensuite, je te conseille aussi de filtrer les out of office, c'est-à-dire toutes les personnes effectivement qui sont en congé ou en absent. Et effectivement, ça te permettra d'éviter d'avoir à spammer ta liste d'emails principales. L'étape ultime pour un SDR et l'étape surtout la plus importante, c'est la qualification. Pourquoi c'est la plus importante ? Parce que si tu qualifies mal tes leads et que tu les passes à ton account exécutive, il va perdre du temps soit en visioconférence, soit en rendez-vous et ça ne sera pas bénéfique pour la boîte. Maintenant, qu'est-ce que la qualification ? La qualification, c'est d'identifier les besoins, définir le niveau de maturité et vérifier que ton lead correspond bien à ton ICP. Et tout ça, ça se fait par téléphone. Il existe plusieurs méthodes pour qualifier. La méthode la plus simple, c'est probablement Bant. Il en existe aussi d'autres que je te propose d'aller voir directement sur Google. Bant est très simple dans la mesure où il n'y a que 4 critères. Il y a le budget, l'autorité, le besoin et le temps. Le budget, c'est tout simplement de valider par téléphone que ton lead a globalement bien le budget. Soit il travaille avec un concurrent, soit en tout cas c'est quelque chose de profondément ancré chez eux et ils ont un vrai besoin, auquel cas effectivement ils seraient susceptibles d'acheter ton produit ou ton service. L'autorité, c'est tout simplement valider en fait que tu es bien en train de parler avec le bon décisionnaire, effectivement. Le besoin, c'est tout simple. Est-ce qu'il a besoin de ton produit ou ton service ou est-ce que finalement tu le fais passer à l'étape suivante pour rien ? La timeline, c'est super important, c'est le temps. Donc c'est-à-dire que est-ce que le besoin exprimé par ton lead est quelque chose qu'il veut résoudre à court terme, à moyen terme ou à long terme ? Pas besoin de faire des efforts d'un point de vue commercial si ton client souhaite mettre en place une solution d'ici l'année prochaine. Je te propose aussi 2 choses, c'est que la première, c'est que je te conseille d'avoir une solution de phoning. Il en existe plusieurs. Moi, j'utilise Ringover à titre personnel, mais il existe aussi Aircall ou Talkdesk. Ces solutions te permettent d'enregistrer tes appels, de pouvoir avoir un annuaire partagé avec toute ton équipe et de mettre tout ça dans ton CRM. Donc, c'est super important. La deuxième chose, demande à ton account exécutive, une fois qu'il va à ton rendez-vous, de te faire un feedback à chaud de manière à savoir s'il était pertinent ou non
d'envoyer ce lead-là en rendez-vous qualifié. Si tu veux aller plus loin, je te conseille de mettre en place un dashboard. Un dashboard, ça te permet tout simplement d'y retrouver tous tes indicateurs de performance afin que tu puisses t'améliorer. Tu vas y retrouver par exemple le nombre de leads que tu génères tous les mois, le taux d'ouverture de tes campagnes, le taux de réponse, mais aussi le nombre de qualifications que tu fais et le nombre de rendez-vous qualifiés que tu apportes à tes accounts exécutifs. Pour cela, je te conseille 2 outils, Jacobird et Databox. Databox est moins cher et c'est celui que j'utilise personnellement. Il est important de centraliser toutes tes informations sur un seul et même endroit, un CRM. Si tu ne sais pas ce qu'est un CRM, c'est simplement là où tu vas retrouver tous tes contacts ainsi que leurs activités. Si tu as déjà un CRM, tu auras juste à valider en fait que ça puisse intégrer les outils que tu utilises. Et si ça ne les intègre pas, regarde s'il est compatible avec Zapier, qui te permet de connecter tout un tas d'outils. Si ton CRM n'est pas compatible avec Zapier, je te conseille de le changer dès maintenant. Pour ma part, j'utilise Pipedrive, qui reste peut-être le plus simple et le moins cher, et qui est très adapté pour les startups et les TPE. Tu as aussi Salesforce et HubSpot qui fonctionnent très bien. Si tu regardes mon écosystème à moi, j'utilise donc Pipedrive qui centralise toutes mes données. J'y relie dessus mon compte G Suite, effectivement donc pour pouvoir gérer mes emails depuis Pipedrive. Drop Contact va m'enrichir et me nettoyer toute ma base et connecter, toujours synchronisé avec Pipedrive. Je peux exécuter et lancer mes campagnes emailing directement depuis mon CRM, mais ça passe par l'Emlist et j'y retrouve tous mes appels entrants et sortants grâce à Ringover. Et voilà, maintenant tu as compris dans cette vidéo la méthode pour prospecter de manière automatisée via le cold emailing. Ce que je te propose, c'est que si j'ai 1000 likes sur cette vidéo, je vais faire un tuto complet pour t'expliquer comment le faire via les outils que j'utilise. Mets en commentaire aussi quelles sont tes méthodes et aussi tes résultats et n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Allez, ciao!